Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition d'aujourd'hui. Et nous allons passer à l'arrestation aux Pays-Bas de Pierre Claver Karangwa. C'est un ancien militaire rwandais soupçonné d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean Damascène Manichim. Pierre Claver Karangwa, 67 ans, a été arrêté dans le cadre d'une enquête néerlandaise sur son rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda que les procureurs ont entamé après que la Cour suprême néerlandaise ait déclaré en juin dernier qu'il ne pouvait être extradé vers le Rwanda. À plusieurs reprises, les témoignages des rescapés du génocide et d'autres personnalités de bonne foi pendant la période de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda et à d'autres occasions, n'ont pas cessé de pointer du doigt Pierre Claver Karangwa dans le massacre des milliers de Tutsis dans la commune Mugina, actuellement c'est dans le district de Kamonyi, en province du sud du Rwanda. De nombreux témoignages concordants affirment que des milliers de Tutsis ont été sauvagement massacrés les 25 et 26 avril 1994 à la paroisse de Mugina. Ces derniers avaient tenté de trouver refuge à la paroisse de Mugina en provenance de différentes parties du pays, comme ceux qui avaient échappé in extremis au massacre des Tutsis dans la région de Bugesera et même de la ville de Kigali. Le choix de la destination de Mugina s'expliquait par le fait que cette commune était dirigée par un bourgmestre intègre, Calixte Nagijimana, qui avait résisté aux génocidaires jusqu'à être lui-même assassiné pour ça. Après son assassinat, de nombreux Tutsis ont été massacrés alors qu'ils tentaient de fuir vers Kabgayi et d'autres endroits. Claver Karangwa est cité comme celui qui a ordonné l'arrêt de ces Tutsis qui tentaient de fuir Mugina pour trouver refuge ailleurs. Une fois arrêtés, ils étaient tous sauvagement massacrés. Karangwa, qui vit aux Pays-Bas depuis 1998, a été déchu de sa nationalité néerlandaise en raison des accusations de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Les Pays-Bas ont déjà jugé et condamné d'autres suspects génocidaires en vertu de la compétence universelle. Les spécialistes de l'hôpital, les patients, à l'hôpital de Butaro, c'est dans le district de Burera, se disent satisfaits du fait que cette unité sanitaire s'est dotée de nouveaux services qu'ils étaient obligés d'aller chercher dans des hôpitaux de Kigali. Le point avec Kassim Youssouf. La rénovation et l'extension de l'hôpital de Butaro, spécialisé dans le traitement du cancer, lui ont permis de se doter de plus de 5 nouveaux services que le patient allait chercher dans des hôpitaux de Kigali. Le médecin directeur de cet hôpital, lieutenant-colonel Dr Kaitare Emmanuel, souligne qu'il s'agit d'une importante valeur ajoutée à cette unité sanitaire. Il y a le fait de découvrir la maladie qui est davantage améliorée en se servant de CT scan que nous n'avions pas et maintenant tout sera fait ici. Et dans un proche avenir, l'imagerie par résonance magnétique sera également possible. La mammographie pour le traitement du sang se trouve à l'hôpital Roi Faisal et au CHUK et c'est très important pour accroître les services pour que le patient qui arrive ici soit traité sur place sans être obligé d'aller voir ailleurs, surtout qu'on peut le déplacer et avoir des sérieuses complications entraînant même la mort. bitagiye kumujyana bimuvana bimugarura kuko hari n'igihe ushobora kumujyana uburwayi bukaba bwamuhitana. Les patients que cet hôpital prend en charge disent qu'ils n'auront plus à faire des longs trajets à la recherche d'autres services dans d'autres hôpitaux. On n'ira plus à Kigali pour le service de scanner par exemple parce qu'on l'a maintenant ici. Ça va nous permettre de réduire les déplacements qui peuvent aggraver la situation. J'ai un enfant qui souffre du cancer. Il est pris en charge ici depuis plus d'une année et je suis heureux que ces services sont maintenant disponibles ici. L'hôpital de Butaro est maintenant capable de dispenser des cours du second cycle universitaire
et le recteur de Butare University of Global Health Equity, Dr Joël Mobiligui, affirme que c'est pour les étudiants une grande opportunité. Le fait d'accroître les services dans cet hôpital fait que les étudiants qui viennent ici trouvent beaucoup de choses qu'avant et peuvent se familiariser avec le matériel que nous avons pour déceler les maladies et effectuer des recherches. La première phase de rénovation de l'hôpital de Butaro a été financée par l'organisation Partners in Health à hauteur de plus de 9 milliards de francs rwandais. Le ministre de la Santé, le docteur Sanzimana Sabin, a fait observer que le fait d'avoir un hôpital de tel standard en milieu rural s'inscrit dans le programme du gouvernement du Rwanda de décentraliser tous les services sanitaires en tant que droit fondamental des citoyens. Cela signifie que l'on se préoccupe de la santé des Rwandais et de tous ceux qui vivent au Rwanda. Et c'est qu'on dit qu'on ne peut pas vivre 100 ans. Il a été observé que si aujourd'hui l'espérance de vie avoisine les 70 ans, c'est dire qu'il y a ceux qui vivront plus de 100 ans. L'hôpital de Butaro accorde des soins médicaux tant aux patients rwandais qu'étrangers souffrant du cancer. Le ministère de la Santé promet par ailleurs que des efforts seront déployés pour trouver des solutions au problème du nombre insuffisant de médecins présentés comme obstacle majeur auquel cet hôpital est confronté et qu'en collaboration avec d'autres organes, l'on est en train de chercher comment résoudre le problème de carence d'eau qui entrave l'octroi de services. Les réseaux sociaux qui ont vu le jour ces dernières décennies viennent bousculer notre rapport avec l'espace, au territoire, aux appartenances sociales et étatiques classiques. Nés aux États-Unis dès 1995, ils ont réellement été internationalisés qu'à partir de l'an 2004, associés à un essor technologique inégalé. Mais à ce jour, des critiques fusent contre ces réseaux sociaux car mal utilisés par certains, cela devient source de perturbation de la paix sociale. Patrick Niledandi nous fait le point. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils autant appréciés ? Les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de faire dans un espace virtuel ce qu'ils aiment faire dans la vie réelle. Nouer des contacts, trouver des amis, partager ses centres d'intérêt avec d'autres personnes, échanger et appartenir à un groupe. La plupart de ceux avec qui nous avons parlé voient les médias sociaux comme une solution en termes de liberté d'exprimer des opinions différentes et constructives, mais il y a ceux qui les utilisent de manière abusive en s'immisçant dans la vie privée des autres. Je ne connais pas vraiment les lois qui régissent les médias sociaux ici dans ce pays, mais parfois les choses deviennent un peu incontrôlables. Les gens manipulent les autres avec des informations non vérifiées, loin de la vérité. Tout le monde peut publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et une fois ces informations sur la toile, chacun y va de son commentaire et les choses deviennent incontrôlables. C'est ainsi que se propagent des rumeurs et des fausses informations, ce qui n'est pas une bonne chose. Dans l'ensemble, les gens conviennent de la difficulté de contrôler les médias sociaux et estiment que chacun doit apprendre à filtrer les informations destinées à être partagées et éviter ainsi les dommages collatéraux qui peuvent résulter par une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Certains utilisent les réseaux sociaux dans un intérêt égoïste, en diffamant les autres. Ils utilisent leurs plateformes, comme par exemple leur chaîne YouTube, à la recherche des vues, en voulant attirer l'attention sur leur contenu. Et souvent c'est lâche et lancent des fausses informations et utilisent des discours haineux pour blesser les autres. Donc pour nous qui consommons les contenus, nous devons déterminer nous-mêmes s'il nous est bénéfique ou non.
Si vous pouvez rencontrer quelqu'un pour la première fois et qui vous pose des questions sur votre travail et d'autres informations personnelles et que vous donnez vos informations, alors honnêtement, c'est que vous êtes responsable. Par exemple, quand vous voyez une publication sur les réseaux sociaux d'une personne dont les photos ont été divulguées sans son consentement, oui, c'est malheureux, mais à ce moment-là, il faut éviter de propager cette information. Nous devons utiliser les médias sociaux à bon escient. Les porte-parole de l'Office rwandais d'investigation, Dr Murangira Thierry, a déclaré que la Constitution et d'autres lois du Rwanda protègent ceux qui ont été victimes des cyber-intimidations et que ceux qui sont confrontés à ces problèmes devraient faire appel aux autorités pour que justice leur soit rendue. Il y a tellement de lois qui régissent de tels délits. Par exemple, la cyber-intimidation ou quelqu'un qui peut aller sur les réseaux sociaux et offense les gens. Tous ces crimes ont des conséquences et une fois signalés et les autorités alertées, la justice doit être rendue. L'article 35 de la loi réglementant les délits de cyber-intimidation prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison pouvant être alourdies et une amende comprise entre 1 million et 2 millions de francs rwandais. Retour au Rwanda. Tout à l'heure, nous parlions de l'arrestation aux Pays-Bas de Pierre Claver Karangwa, un ancien militaire rwandais soupçonné d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous sommes au bout du fil avec Maître Gisagara. Bienvenue dans nos studios. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Alors, ceci est une nouvelle, j'imagine que de la part des juridiques, des juristes comme vous, c'est une satisfaction. Oui, c'est une grande satisfaction pour qu'une personne qui est en fuite, qui est soupçonnée d'avoir commis le génocide depuis autant de temps, qui était en liberté en Europe, et soit arrêté, et c'est une preuve de plus que le génocide est un crime imprescriptible. Donc ça donne un espoir que même les autres personnes qui sont larges aujourd'hui pourraient être arrêtées un jour et répondre de leurs actes. Justement, alors qui est exactement le personnage, je dirais, de Pierre Claver Karangwa? À quelle catégorie appartenait-il pour ce qui est des présumés génocidaires? Alors, Pierre Claver Karangwa est un militaire de haut rang, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui habitait aux Pays-Bas depuis bien longtemps. C'est une personne qui avait acquis la nationalité néerlandaise, mais ce n'est pas un inconnu parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui sur le plan judiciaire, parce qu'il avait déjà été arrêté. Et au mois de juin, la justice néerlandaise avait refusé de l'extrader. Il est poursuivi, et même à cette époque, en fait, il était poursuivi pour les actes de génocide qui ont eu lieu notamment dans la paroisse de Mugina, où plus de 30 000 personnes ont été tuées pendant le génocide commis contre les Tutsis. Donc, à mon sens, c'est une personne qui pourrait, à l'échelle du Rwanda, pourrait être comparée aux personnes qui se trouvent dans la catégorie, dans la première catégorie. Donc, il a été arrêté aux Pays-Bas au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu une tentative de l'extrader. La procédure qui a été suivie donc, est allée au bout et la justice néerlandaise a refusé de l'extrader vers le Rwanda. Et ce, malgré le fait qu'ils ont déjà extradé d'autres personnes. Alors, comment comprendre qu'il soit aux Pays-Bas depuis 1998, c'est-à-dire 4 ans juste après le génocide commis contre les Tutsis, et que ce soit justement aujourd'hui qu'il soit arrêté? Ça ne surprend pas parce que, en fait, certains pays occidentaux qui ne veulent pas extrader les personnes qui se trouvent sur le territoire, parfois ils refusent de l'extrader, mais ils décident après de les juger par eux-mêmes. Donc, ce qui explique en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la mesure où on a refusé de l'extrader, mais ils ont quand même mené des investigations de leur part. Ils ont constaté qu'il y a assez d'éléments qui peuvent justifier une nouvelle arrestation et des poursuites, cette fois-ci sur la base du droit néerlandais.
Et aujourd'hui, il a été arrêté, il va être poursuivi pour les faits commis au Rwanda, mais cette fois-ci à la demande du parquet néerlandais. Donc aujourd'hui, il va être poursuivi, non pas à la demande des autorités rwandaises, mais par rapport au droit néerlandais. Donc il va être poursuivi par par les autorités de poursuite néerlandaises, et cette fois-ci en utilisant les dispositions néerlandaises. Donc ils vont, j'imagine qu'ils étaient au Rwanda, ils ont fait leurs propres recherches, ils ont fait leurs propres enquêtes, ils ont estimé qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir le juger sur le sol néerlandais. Et maintenant, donc la procédure est à son bout. Et là, j'espère en tout cas que la procédure va suivre son cours et qu'elle va se retrouver devant une juridiction pour être jugée des faits qui lui sont reprochés. D'accord. Alors, si on remarque les autres cas, d'autres qui ont été interpellés, on remarque par rapport à leur âge qu'ils sont des gens assez âgés. Peut-on espérer vraiment une justice pour ce qui est de Claver? Écoutez, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que, effectivement, comme vous venez de le faire remarquer, la plupart des personnes qui ont fui le Rwanda à l'époque du génocide, surtout les responsables, étaient des personnes qui déjà à l'époque avaient un certain âge. Aujourd'hui, ils sont très âgés. Et le cas que nous avons eu dernièrement de Kabuga nous fait craindre effectivement à ce risque de voir ces personnes échapper aux poursuites à cause de leur état de santé. Mais dans le cas de Pierre Claver, à mon sens, donc je ne crois pas qu'il soit aussi âgé que Kabuga, et j'ose en tout cas espérer que les autorités néerlandaises ne vont pas nous faire la même chose que les autorités de la justice pénale internationale. Donc pour ma part, j'ai foi en la justice, mais ça n'empêche pas à ce que nous soyons vigilants. Il faut rester vigilants pour mettre la pression et faire en sorte que la même chose ne se reproduise pas. Enfin, et voilà. Mais en tout cas, la question à laquelle vous me posez, de savoir si il y a justice, j'espère quand même qu'il y a justice, mais ça ne nous empêche pas de rester vigilants. Oui, Maître Gisagala, enfin, dernière question. Claver est âgé de 67 ans. Peut-on envisager peut-être une extradition au Rwanda ou bien? À mon sens, non, puisque les autorités néerlandaises ont déjà refusé l'extradition. Donc c'est le sens de la décision qui a été rendue en juin dernier, lorsqu'il a été relâché. C'est parce que l'extradition a été refusée. Et cette fois-ci, il va être jugé, il a été arrêté pour être jugé aux Pays-Bas. Donc à mon sens, la question de l'extradition ne se pose plus, sauf s'il y a un changement de dernière minute, mais juridiquement, si je vous réponds comme un juriste, en tout cas sur base des éléments que j'ai maintenant, l'extradition n'est pas envisageable à ce stade. C'est une instruction qui va suivre son cours et éventuellement une présentation devant une juridiction de jugement pour être jugée, mais jugée aux Pays-Bas, pas au Rwanda. Merci, Maître Gisagala, pour cet éclairage. Je vous remercie pour votre invitation. Bonne journée. Alors, les spécialistes dans le domaine de traitement des troubles mentaux conseillent aux familles d'éviter les conflits conjugaux, car ils sont parmi les principales raisons qui poussent au vagabondage et à la consommation de substances illicites chez les plus jeunes. Les détails avec Alain Bertrand, Tunezerui. Nishimwe, et qui a déjà un enfant de 4 ans, affirme qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans et explique de quelle manière elle s'est retrouvée à la rue. Notre mère nous a abandonnés chez notre père après de nombreuses disputes et s'en est allée au Burundi. Par la suite, notre père est décédé et avant de déménager chez notre oncle, mais à cause des querelles incessantes, j'ai décidé de prendre la route pour Kigali. Celle-ci partage sa mésaventures avec une autre fille âgée de 15 ans, elle aussi enceinte. J'ai 15 ans. Avant, je vivais avec mes parents. Notre père nous a abandonnés pour une autre femme, laissant derrière ma mère, élevant seuls 4 enfants dans la misère. C'est comme cela que j'ai pris la décision d'errer dans la rue. Maintenant, je me retrouve enceinte. Lorsque je l'ai su, j'ai voulu d'abord avorter, mais à la fin, j'ai décidé de garder cette grossesse. En les approchant de très près, on aperçoit de petites bouteilles de colle qu'ils consomment pour oublier leurs soucis, disent-ils. Certains souffrent même de graves traumatismes suite à la précarité dans laquelle ils vivent.
Nous consommons cela pour oublier nos problèmes. Souvent, je m'assois et pleure en pensant beaucoup au suicide, sentant même que je n'ai plus besoin de mon enfant à cause de cette mauvaise vie. Ndacha Isenga Dinamo, agent au département en charge de la santé mentale au centre biomédical du Rwanda, RBC, indique que les familles devraient prendre la responsabilité de mieux éduquer leurs enfants et éviter les conflits conjugaux qui souvent entraînent le traumatisme et d'autres troubles mentaux qui font qu'ils se retrouvent dans la rue et consomment des drogues et autres stupéfiants. Les conflits au sein des familles sont la source de nombreux problèmes observés, entre autres les problèmes mentaux mais aussi économiques. C'est pour cela que le conseil que nous recommandons aux familles est de vivre en harmonie et en paix, ce qui évite la séparation au sein de la famille, et surtout concernant les enfants car ce sont eux qui sont prioritaires et doivent être protégés par tous les moyens possibles. Car les protéger, c'est protéger leur santé mentale et éviter tout ce qui pourrait les entraîner à la consommation de stupéfiants tels que l'alcool qui empêche leur bonne croissance. C'est pour cela que chaque famille a besoin de vivre en paix pour un bon épanouissement de l'enfant lui permettant d'éviter cette vie à rue. Ces jeunes adolescents se trouvant à la rue sont parmi les nombreux jeunes qui sont considérablement affectés par l'alcool et surtout qu'une enquête du Rwanda Biomedical Center a révélé qu'en général, les enfants âgés entre 13 et 25 ans ont été affectés à hauteur de 3,6%. Lors d'une réunion qui a rassemblé les dirigeants de la police nationale du Rwanda et l'Office national d'investigation RIB en sigle, le ministre de la Sécurité intérieure, Alfred Gassana, a exhorté ces deux institutions à travailler ensemble et bien collaborer pour offrir à la population rwandaise la sécurité et la justice d'une manière efficace, ce qui permettrait à tous les Rwandais de développer leur pays. La police nationale du Rwanda et l'Office rwandais d'investigation, même s'il s'agit de deux institutions différentes, elles ont une histoire particulière avec une proche collaboration selon la nature de leurs fonctions respectives dans le cadre de la sécurité et la justice. Nos responsabilités se complètent et font sujet de crédibilité pour ceux qui se dirigent vers le Rwanda. Elles sont également le pilier du développement durable du pays. Le ministre rwandais de la Sécurité intérieure indique que la collaboration ce qui permettra à ces deux institutions de réduire les crimes en général. C'est le 20 avril 2017 que l'Office national d'investigation, bien entendu, ses fonctions, son pouvoir et tout ce qui est relatif a été publié dans le journal officiel. C'est alors que certaines parmi les fonctions de la police nationale du Rwanda ont été attribuées à RIB. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.